Hello Thibaut, j'espère que tu vas bien. Du coup, je t'ai invité aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on parle de vente transactionnelle. C'est un sujet en fait finalement qu'on n'aborde pas beaucoup. On parle beaucoup de vente complexe et parfois on peut donner des conseils pour de la vente transactionnelle qui sont pas du tout adaptés parce qu'en fait on parle de vente complexe et vice versa. Et aussi également il y a une fausse croyance comme quoi la vente transactionnelle serait plus simple que la vente complexe. Moi je crois pas. Et j'aimerais justement qu'on parle de ça, de la vente transactionnelle, de comprendre comment structurer une équipe qui doit gérer un fort volume à la fois de leads, mais aussi également de conversion, et découvrir un petit peu les succès de Penny Lane. Donc je t'invite toi parce que tu es sales manager d'une équipe d'account exécutif qui adresse principalement le marché PME, donc en gros des boîtes qui sont entre 6 et 500 salariés. Et donc du coup, c'est parti, je vais te poser les premières questions, t'es prêt? Je suis prêt. Bienvenue sur Vendu, le podcast commercial de référence pour augmenter votre taux de closing. Ici, on discute des meilleures stratégies de vente pour conclure plus de deals, fidéliser ses clients et rendre ses commerciaux plus performants. J'ai des discussions sans filtre avec celles et ceux qui font de la vente au quotidien, des sales leaders, des top performers. On va dans le détail, on donne du contexte pour que vous puissiez repartir avec de la matière actionnable. Je suis Laetitia Fall, je vous embarque dans une nouvelle discussion. Installez-vous confortablement. C'est l'heure de votre dose de culture sales. Bonne écoute. Trop bien, bah écoute. Alors déjà, avant de rentrer dans le dur, toi, tu as toujours fait de la vente transactionnelle. Et tu as fait Doctolib, maintenant tu es chez Penny Lane, donc toujours des boîtes hyper cool. Et tu as toujours choisi d'être dans ce type de ventes qui sont des ventes à des cycles courts. Qu'est-ce qui t'attire dans ce type de vente? Yes, merci de me recevoir déjà, Laetitia. Avec grand Euh, plaisir. alors, qu'est-ce qui m'attire? En effet, moi j'ai toujours baigné dans ce type de vente. Moi, ce qui me plaît dans la vente transactionnelle, c'est que c'est un type de vente qui est, comment dire, qui est riche en dopamine. Si tu Ok. veux, sur de la vente transactionnelle, généralement, tu as un pipe qui est très important, on en reparlera, mais tu vois, chez Penny Lane, un AE en moyenne dans son pipe, il a peut-être 80 opportunités qui sont ouvertes à l'instant T. Donc clairement, tu t'ennuies pas. En général, c'est des cycles de vente qui, par définition, en fait, vont vite. Les opportunités s'ouvrent vite, elles se ferment vite aussi, et donc tu dois composer en fait avec le volume. Donc là, comme je le disais juste avant, clairement, t'as pas le temps de t'ennuyer. Donc ça va avec son lot de challenge, hein, mais c'est quand même hyper excitant parce qu'en fait, tu vois le résultat concret de ton travail assez rapidement. Ça va avec, mais étant donné que les cycles de vente ils sont courts, tu as aussi des objectifs qui sont mensuels en général. Et donc, qui dit objectif mensuel dit en fait, tu as 20 jours ouvrés dans le mois pour faire ton objectif, pas un jour de plus. Donc, en fait, chaque jour qui passe, ou en quelque sorte, t'as pas signé, c'est presque un jour de perdu, quoi. Tu peux pas te permettre de t'endormir. Finalement, ça crée un rythme qu'à titre personnel, j'ai pas forcément retrouvé sur des cycles de vente qui sont plus longs, plus complexes, peut-être plus stratégiques. T'as déjà testé déjà? T'avais déjà testé ou pas la vente complexe? Ou pas? Moi, j'ai travaillé pendant un peu moins d'un an dans une boîte early stage qui s'appelle Maki, qui était sur des cycles de Ouais, vente ouais. beaucoup plus longs, Ouais, bien euh, sûr. plutôt sur une partie BDR, Mhm. donc début de funnel, mais sur des cycles de vente qui pour le coup étaient très longs, très complexes. C'est vraiment passionnant et je peux comprendre que certains aient des préférences pour ce type de vente, et en même temps, je peux comprendre que d'autres aient des préférences pour des ventes plus transactionnelles, plus rythmées. Et donc moi je suis plutôt de cette école-là, mais du coup on va en discuter. On va en parler, ouais. Et du coup, en fait, en plus, ce qui est intéressant, c'est que Penny Lane, c'est la boîte tech par excellence. On va dire Doctolib aussi, mais que t'as fait de la vente terrain, quoi. T'as fait du porte-à-porte, en fait, d'une certaine manière. Donc, t'aimes aussi également le type de vente où il y a du mouvement, ce qui n'est pas forcément le cas sur de la vente complexe, quoi. Ouais, totalement, c'est exactement ça. Moi ce qui m'attire c'est l'aspect rythmé, l'aspect volumique, l'aspect un peu main dans le cambouis, qui fait que sur des ventes transactionnelles, en fait, t'as toujours le nez dans un deal. Euh, Contrairement à des cycles de vente peut-être plus complexes où ton pipe est plus restreint, où tu as potentiellement quatre cinq opportunités dans le pipe, là tu en as une masse. Et c'est aussi ça qui fait la complexité en fait du job. Euh, c'est un style de vente différent, mais assez passionnant. Ouais. Ok. Alors du coup, justement, il y a cette croyance, on a tendance à penser que la vente transactionnelle, parce que c'est plus rapide, c'est plus simple. Alors déjà, je vais te poser la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a une chose qu'il y a dans la vente transactionnelle, c'est forcément, tu es toujours et constamment en compétition avec tes concurrents, absolument tous les jours. Euh, et donc du coup, aujourd'hui,
toi, la vente transactionnelle, qu'est-ce que tu as envie de dire à des gens, par exemple, qui voudraient voir c'est quoi leur next step en termes de job? Est-ce qu'ils iraient sur de la vente transactionnelle ou qui voudraient choisir le type de vente? Est-ce que c'est plus simple, moins simple? C'est quoi les choses faciles et c'est quoi les choses les moins faciles? Ouais, je vais te faire une réponse un peu de Normand. En fait, pour moi, c'est pas plus simple et c'est pas plus difficile non plus. En fait, je pense que c'est deux exercices qui sont juste totalement différents. Et je pense que tu peux prendre un sales grand compte qui excelle dans son job et le voir se viander sur de la vente transactionnelle et vice-versa. Je pense que c'est des profils différents, des styles de vente qui sont différents. Et c'est vrai que les gens euh, ont tendance à penser que parce que le cycle est court, c'est facile. Mais en réalité, c'est justement parce que le cycle est court que c'est extrêmement difficile. Dans le sens où, en fait, sur de la vente transactionnelle, t'as peu le droit à l'erreur, en fait. Si tu comprends pas dès le départ le besoin du prospect, que tu poses pas les bonnes questions, que tu fais des démos qui sont trop longues, que t'es pas assez précise, pas assez impactant, en fait, ton deal est mort et dans un sens, il est pas mort dans 3 semaines, hein. Il est mort là, Tout maintenant. de suite. Ouais. Et ça, c'est entre autres enfin, lié à ce que tu as évoqué sur le fait qu'en fait, c'est généralement des ventes où tu as de la concurrence assez forte. Chez Penny Lane, on a un produit qui est très large et qui, par essence, fait qu'en fait, on peut se retrouver en concurrence face un peu la terre entière. Ok. Euh, mais du coup, si tu veux, c'est dire que la vente transactionnelle, c'est plus simple que la vente grand compte. Ce serait un peu comme de dire que gagner un 100 mètres, c'est plus simple que de gagner un marathon. Ouais, C'est j'aime pas bien plus simple. l'analogie. J'aime C'est beaucoup juste, l'analogie. voilà, t'as moins de marge d'erreur pour l'emporter, quoi. Ok, très bien. Super analogie d'ailleurs. Euh, et du coup, bah, justement, en fait, j'ai envie de poser un peu plus cette question-là sur, en fait, aujourd'hui, avant de rentrer un peu plus dans le détail de Penny Lane, comment tu t'organises, etc. euh, Toujours sur ce parallèle entre vente complexe et vente transactionnelle, il y a souvent des conseils de vente qu'on voit. Et moi, quand je les regarde, j'ai souvent parfois l'impression de me dire, mais en fait, de quoi on parle, en fait, tu vois? Surtout quand moi, j'ai eu la chance de faire les deux types de ventes. Et donc, il y a des moments, en fait, il y a des trucs où je me dis, mais ok, mais ce conseil-là, bah ouais, tu vois, sur les AE de Penny Lane, ça n'a pas marché. Ils utilisent ce conseil-là, ça ne marchera pas. Et vice-versa, tu vois. Il y a des conseils où, en fait, tu dis, mais en fait, jamais de la vie, tu vas closer un grand compte qui va valoir entre 100 et 1 million avec ce type de méthode. C'est quoi le conseil, justement, que tu vois souvent, qu'on dit qu'il faut faire et qu'il faut absolument pas faire dans la vente transactionnelle? Je sais pas si j'en ai un qui me vient spécifiquement en tête, mais je suis assez aligné avec le constat sur le fait que, encore une fois, c'est des types de ventes qui sont assez différents et aborder un deal de petite taille sur de la vente dite transactionnelle de la même façon que tu adresserais en fait un deal complexe, euh, c'est souvent en fait se prendre les pieds dans le tapis dès le départ. Il y a évidemment d'un point de vue purement compétence, des choses qui sont similaires entre des ventes complexes et des ventes transactionnelles. Mais si tu veux appliquer des méthodologies qui sont propres à des méthodologies complexes, enfin de deals complexes sur des deals transactionnels, bah, c'est souvent surcomplexifier la chose. Et peut-être qu'on en parlera, mais tu vois, typiquement chez Penny Lane, on utilise une méthode de vente qui s'appelle Spiced, que tu connais, Ouais, je crois que tu as très bien. reçu Laurent Sébarek Mm. sur ce podcast, qui est aussi une méthode qui d'ailleurs enfin, s'applique sur des styles de vente Bah, ce serait complexes. différent. C'est ça qui est marrant parce que c'est une méthode qui peut à la fois, je trouve qu'elle est effectivement, c'est très bien parce qu'elle elle marche bien sur de la vente transactionnelle, mais elle peut aussi très bien marcher sur de la vente complexe, là où les gens, effectivement, mais de manière différente, effectivement, et sans complexifier. Ok. Ouais. Et nous, on l'a justement tweaké chez Penny Lane, mais on en reparlera, je crois que tu as... Ouais, bah enfin, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On a été un peu long sur ces parties-là, sans trop. Ok, bah du coup, en fait, justement, on parlait de l'organisation un peu pour que les gens puissent en fait se projeter. Ok, chez Penny Lane, comme je le disais au départ, toi, tu adresses en fait le marché PME en particulier avec ton équipe. Justement, comment sont organisées un peu les équipes face à en fait un. C'est énorme quand tu me dis en fait PME de 6 à 500. Je me dis, c'est un TAM, même en France, qui est énorme. Et en plus, je crois que vous faites pas que la France, il me semble. Mais enfin, voilà. Ouais, alors pour le moment, on fait encore principalement la France. Ok.
dans un futur pas si lointain que ça, on va envisager d'autres pays, même si on n'a pas encore démarré officiellement l'aspect vente sur d'autres pays. Ok. Mais si ça te va, je remets un petit peu de contexte parce que Penny Lane, en fait, de base, on adresse deux marchés. Le marché des experts comptables, qui sont en fait nos premiers clients, mais qui sont aussi nos premiers partenaires, euh, dont on va pas forcément parler aujourd'hui parce que c'est pas mon périmètre. Mhm. Et on a en effet ce deuxième marché qui est le marché des entreprises qui vont en fait de l'indépendant jusqu'à 500-600 personnes, parfois un peu plus, mais c'est pas forcément notre cœur de cible. Euh, et sur le marché des entreprises, puisque c'est le sujet que je connais chez Penny Lane, en fait, on a organisé nos équipes de façon à adresser chaque segment au mieux. Et peut-être avant de te détailler notre orga, c'est important de souligner une particularité de Penny Lane, c'est qu'on est sur de l'inbound à 100%. Ouais. Il n'y a pas de prospection chez Penny Lane et c'est volontaire pour des raisons que je t'épargne aujourd'hui. Euh, mais toutes les entreprises avec qui on échange, c'est des entreprises qui nous contactent, soit parce qu'elles nous ont connus via du marketing, via leur cabinet comptable ou autre. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on est organisé? On a des entreprises de 0 à 5 salariés qui peuvent en fait souscrire en self-sign-up sur notre site directement internet. Et les entreprises de plus de 5 salariés en fait, font une demande de démo en général via le site internet. Elles sont rappelées par une équipe de SDR qui est assez centrale dans notre orga, qui va s'occuper de la qualification du besoin. Du coup, qualification qui est souvent en général assez poussée, ce qui derrière nous permet de gagner beaucoup de temps dans les échanges qu'on a côté AE. Et donc le segment des entreprises de plus de 5 salariés, on l'a lui-même segmenté en deux équipes à des fins de spécialisation en fait, avec d'un côté une équipe d'AE qui gère les entreprises de 6 à 15 salariés, donc plutôt TPE je dirais, avec un manager dédié et des méthodes dédiées. Et donc ça paraît être un segment assez fin, ce 6 à 15 salariés, mais en réalité c'est le Il y a fond de beaucoup de boîtes. Enfin, quand tu fais un peu de la... prospection, tu sais qu'il y a beaucoup de boîtes là-dedans. Exactement. Ouais. Et on a une deuxième équipe d'AE qui gère les entreprises de plus de 15 salariés, euh, avec des cycles de vente qui, pour le coup, sont plus longs, plus complexes, avec plus d'interlocuteurs, donc ce sera peut-être moins le sujet du jour. Euh, mais du coup, sur le segment 6 à 15 salariés dont je parlais juste avant, on est sur des cycles de vente qui sont quand même très rapides. C'est 8 jours en moyenne, euh, et c'est rendu possible parce qu'on a déjà un accès direct aux dirigeants. Euh, ça caractérise pas mal ce type de vente. On est sur des structures qui sont de petite taille. C'est souvent le décisionnaire d'ailleurs qui initie la demande de contact. Et parce qu'on a une méthode de vente qu'on a adaptée justement pour pousser au one call closing, in fine, on a des taux de conversion qui sont sympathiques sur ce segment de clients. Bah justement, on va parler de cette méthode. Déjà, en fait, tu as eu raison de le dire, c'est que déjà, vous avez le luxe de ne parler qu'à des gens qui ont a priori un besoin. Donc, ça, déjà, ça change pas mal. Mais effectivement, donc là, en fait, vous avez une logique où, en fait, vous avez un call. Et à la fin du call, en fait, l'objectif du call, c'est de closer. C'est pas juste de savoir si on va rediscuter derrière. Euh, Comment vous avez adapté votre méthode, justement, de vote pour ce segment spécifique, pour réussir, justement, à closer à la fin du deal, à la fin de la discussion? Euh, ouais, clairement. Bah déjà, ce que je te disais juste avant, nous, on a une méthode, donc la méthode SPICED, qui avait été initiée, ça fait un certain temps, hein, si je dis pas de bêtises, ça fait quasiment 3 ans qu'elle est en place chez nous. Mais comme je disais, c'est une méthode qu'on a tweakée à notre sauce pour justement gagner en vélocité au maximum. Pour les gens qui comprennent, peut-être que je vais peut-être expliquer rapidement Spice. C'est une méthodologie qui a été, on va dire, carrément inventée par Winning by Design. Ceux qui connaissent pas, je mettrai un lien dans la description. Et donc, du coup, Spice, c'est une méthode de qualification, comme peut l'être Medic ou Spin. Et donc, du coup, on va avoir le S pour situation, le P pour pain, le I pour impact, le CE pour critical event et le D pour décision. Donc voilà, donc les lettres, en tout cas, veulent dire ce qu'elles veulent dire. Justement, je vous explique ça pour que vous puissiez voir comment eux, ils ont pu le tweaker. Donc voilà, en gros, comment vous avez fait pour justement, qu'est-ce que vous avez adapté en fait sur cette méthode de vente? Ouais, bah déjà, c'est une méthode de vente qu'on a appliquée sur toutes les équipes sales chez Penny Lane. Donc, les SDR ont ce framework, les AE ont ce framework. Mais par contre, on a essayé de ne pas surcomplexifier cette méthode de façon à ce que ce soit adapté à notre typologie de deal. Et donc déjà, bah, comme je le disais, d'un point de vue vraiment de la qualification SDR,
je parle de cette équipe même si elle n'est pas dans mon scope direct, parce que mine de rien, ça a un impact sur notre capacité à signer vite. Euh, Déjà sur ces qualifications SDR, elles sont très complètes de base. Euh, et je pense que c'est rendu possible déjà par le fait qu'on est sur de l'inbound à 100%. Donc les prospects ont des problématiques à résoudre, euh, qui sont déjà d'ailleurs bien identifiées par les prospects eux-mêmes. Et donc le SDR a le temps en fait de rentrer dans le détail, d'aller comprendre la situation, d'aller comprendre le pain, d'aller comprendre l'impact de ces pains. Euh, et ensuite, l'AE en fait va être dans une situation justement d'approfondissement de cette qualif côté SDR, de creuser ce qui mérite de l'être. Mais en fait, in fine, dès le premier call avec l'AE, on va déjà pouvoir faire une démonstration de la plateforme. On va déjà, en général, être en mesure de faire une proposition commerciale. Ce qui fait qu'en fait, notre cycle de vente peut se résumer à un call. Ça ne veut pas dire qu'on signe tout en one call closing, euh, mais in fine, comme je te disais, en 8 jours, en général, on est en mesure de, de signer un deal. Et du coup, pour compléter ma réponse sur ta question initiale, euh, vraiment d'un point de vue AE, nous de notre côté, on va mettre un point d'honneur à faire des démonstrations qui sont vraiment ultra personnalisées. Et d'ailleurs, quand je dis démonstration personnalisée, je ne parle pas d'une démonstration qui va être totalement customisée pour chaque prospect, dans le sens où la vente transactionnelle ne te donne pas ce luxe de faire de l'ultra customisation. Par contre, ça nous oblige à faire en fait une démo qui est vraiment focus sur le problème à résoudre. Euh, D'autant plus que Penny Lane, c'est un produit qui est d'une profondeur, tu n'imagines pas. On pourrait faire 3 heures de démonstration non-stop si on voulait. Et donc il y a un vrai enjeu en fait à être laser sur la compréhension du besoin, et sur qu'est-ce que je vais montrer à mon prospect pour que tout tienne en 45 minutes, 1 heure, et qu'on fasse tout de la découverte, enfin, l'approfondissement de la découverte jusqu'au closing potentiel, quoi. Ok. Alors ça c'est très clair. Du coup, ça veut dire que si je comprends bien, c'est que en réalité, alors du coup, c'est aussi un des avantages, je trouve, de Spice par rapport à d'autres méthodes, c'est qu'en fait, enfin, c'est une méthode qui est transversale à toutes les équipes. Ça peut être au niveau du marketing, du SDR, du sales, même du CSM. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, vous, en fait, en réalité, le SDR fait tout le travail de vous identifier notamment les impacts et le critical event, ou peut-être comment vous vous répartissez justement cette partie-là qui est assez intéressante. C'est-à-dire que, en gros, ce que je comprends, c'est l'AE creuse ce qu'il y a à creuser, ce qui reste à creuser. Et du coup, généralement, qu'est-ce qui reste à creuser? C'est-à-dire que quand les SDR ont un peu vu la situation, on va dire les pains et les impacts, c'est quoi? Vous allez chercher quoi? La décision et la partie critical event pour... Il y a même des fois où les SDR vont jusqu'à cette partie-là. Ok, Euh, alors, ça oblige à rentrer dans des choses un peu techniques, mais Penny Lane, mine de rien, c'est un outil qui est tout en un, qui permet de gérer compta, aussi finance, ce qui fait qu'il y a potentiellement énormément de processus à identifier, donc à comprendre sur la façon dont ils sont gérés actuellement, sur les problématiques qui sont vécues par le prospect. Et donc, il arrive que la qualif SDR soit déjà bien faite sur la partie S, P, I, CE, parfois même D, mais que on réussisse à identifier côté AE des besoins sur d'autres euh, aspects vraiment euh, techniques, qui font que bah, parfois l'AE est en mesure d'aller chercher d'autres problématiques qui permettent derrière de chercher un panier moyen peut-être un peu plus gros. Euh, mais en effet, on a la chance d'avoir une équipe SDR qui fait un taf qui est quand même assez poussé. Et donc derrière, le job de l'AE va être d'essayer d'identifier s'il n'y a pas d'autres opportunités d'upsell en quelque sorte, en lien avec des besoins qui n'auraient pas été évoqués lors de la qualif SDR. ok. Il y a une chose que tu as dit qui est intéressante, c'est de dire, en fait, voilà, l'ultra personnalisation dans la vente transactionnelle, c'est compliqué. Et donc, du coup, il faut être un peu plus faut être pertinent, chercher la pertinence, mais pas forcément à personnaliser par rapport aux différents enjeux de tes interlocuteurs. Ce que je comprends aussi également, c'est quand même que chaque démo ne se ressemble pas, en fait, au final. Non, en effet. Ok, Aucune démo ne se ressemble. Si elle se ressemble, c'est probablement qu'il y a un problème. ok, Parce que, encore une fois, les besoins des prospects qui viennent nous voir sont souvent très différents. Il y en a qui vont venir parce qu'ils ont besoin d'un outil de facturation, d'autres qui vont venir parce qu'ils ont besoin d'un outil de production comptable parce qu'ils ont leur comptabilité qui est internalisée. Et si je m'amuse à tout montrer, à
à mes prospects, même s'ils ne sont pas venus pour tel ou tel besoin, c'est sûr que ça ne signera pas rapidement. Ok. Et du coup, avant de passer sur justement cette dimension, bah, pour moi, ça m'intéresse, c'est le côté one closing, one call closing. C'est devenu très rare aujourd'hui de pouvoir le faire. Donc là, aujourd'hui, vous avez quand même, en fait, et c'est important de le dire, la structure qui vous permet de pouvoir faire ça en tant qu'AE. Euh, Comment t'encourages ça concrètement, en fait Parce que, ok, tu as cette méthode-là, mais dans la pratique, on sait toujours qu'il y a un pont entre la pratique, etc. Tu as toujours peut-être tes sales managers avoir un sales qui disait ouais non mais en fait il était pas sûr ou il voulait pas prendre sa décision tout de suite etc quoi. comment euh, comment tu fais en fait avec ton interlocuteur pour bah, le pousser à prendre la décision là maintenant tout de suite et signer le devis quoi. Ouais, bah oui, c'est une bonne question, d'autant plus que alors, le one call closing, c'est pas quelque chose qui est toujours possible, bien sûr, hein, parce qu'on a des prospects qui ont aussi souvent besoin d'un temps de réflexion, ou d'en parler juste avec leur cabinet comptable, qui peut être justement promoteur de la solution, mais voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, dès le départ, enfin, quand je dis dès le départ, c'est dès le début d'un call avec un AE, déjà, on projette autant que possible le prospect dans cette perspective de décision rapide. Tu vois, on démarre nos rendez-vous en énonçant déjà un agenda qui est très clair, dans lequel on invite le prospect si le timing correspond, hein. On ne va pas essayer de le pousser à prendre une décision s'il a déjà dit au SDR que en fait, la prise de décision se fera dans 3 mois. Mais autant que possible, si le timing correspond, on encourage le prospect à se mettre dans l'optique où il va devoir prendre une décision en fin de rendez-vous. Ok. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, sans forcément parler de one call closing, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de réduire au maximum nos cycles de vente, en ayant notamment ce qu'on appelle une sales policy, qui permet en quelque sorte de standardiser notre politique commerciale. Et donc, par politique commerciale, j'entends tout ce qui va être les remises, les contreparties qui peuvent être attendues pour chaque remise. Euh, et de cette manière, en fait, on a des AE qui ont des marges de manœuvre qui sont claires, qui sont connues de tous. Et donc, en fait, ça évite que l'AE perde du temps à replanifier potentiellement un deuxième rendez-vous au motif que, ah, attendez, je ne suis pas certain de si je peux vous accorder cette remise, il faut que j'en parle à mon manager, etc. Donc non, la politique commerciale, elle est claire. Les AE, ils sont autonomes sur, on va dire, 90% de leur deal. Et donc, comme je te disais, on a un sujet de volumétrie sur ce type de vente. Et donc, on ne peut pas se permettre, entre guillemets, de rajouter des points au seul motif qu'on n'aurait pas la validation d'un tel ou d'un tel. Donc, on a vraiment standardisé cette politique commerciale de façon à rendre autonome le sales et à avoir des cycles véloces. Super intéressant, surtout que c'est un document qui manque dans beaucoup de boîtes, de savoir en fait qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Et en fait, c'est quelque chose en fait que tu peux clairement anticiper, sauf cas exceptionnel. Donc, je trouve ça intéressant. En fait, si le deal pue, bah ça pue quoi. Enfin, on n'y va pas quoi. Et au contraire, si s'il y a une possibilité de pouvoir signer un compte, je sais c'est quoi la marge de manœuvre que je peux avoir. Et puis même, je trouve que ça rend la relation, en fait, je trouve, avec le sales et le prospect beaucoup plus égal à égal, quoi. C'est-à-dire qu'en face, j'ai pas un assistant commercial qui va devoir demander à toi, sales manager, si j'ai le droit de t'octroyer 15% de réduction, quoi. Et je sais pas si c'est aussi, si ça joue, si tu as l'impression aussi comment ça joue sur la posture que peut avoir aussi également l'AE dans ce qu'il va projeter auprès du prospect, quoi. Ouais, ouais, bah, d'autant plus que de dire à son prospect, attendez, il faut que j'en parle à mon manager, si je peux vous accorder une remise. Bon, déjà, en effet, ça a tendance à te placer C'est clair. un peu en dessous, et puis ça laisse entendre que la remise est possible. Donc, en fait, autant la standardiser, faire en sorte enfin, les marges de manœuvre soient connues de tous, et de donner l'autonomie dans la limite de ce qui est raisonnable, évidemment. Mais c'est du temps gagné. En tout cas, sur ce type de cycle de vente, c'est clairement du temps gagné. Ok, comment tu gères cette partie, plutôt la partie concurrent? Parce que pour moi, le pain, en tout cas, je trouve le plus important, effectivement, il y a la partie vélocité, mais il y a aussi cette partie, on va dire, concurrence, où généralement, quand quelqu'un a émis un besoin sur, bah, notamment sur un sujet comme le vôtre, qui est quand même un sujet assez central pour une boîte, et quand elle décide de le gérer, elle va se dire, bah, c'est qui les trois quatre acteurs, et soit vous avez de la chance d'avoir un beau SEO ou une belle brand, et vous avez de la chance, en fait, en tout cas, que la personne prenne rendez-vous pour vous. Comment tu gères cette partie concurrence en fait dans un call, dans un
un seul call. Par exemple, la réponse qui serait bah, j'ai encore deux, trois personnes à aller voir, je préfère attendre, etc. Ouais, bah alors oui, hein, et c'est rare honnêtement qu'on n'ait pas une opportunité sur laquelle il n'y ait Ouais, absolument aucun concurrent. Je ouais, pense que on a des concurrents sur absolument toutes nos opportunités. On a beaucoup de concurrents, comme je te disais, parce que le produit étant large, en fait, on se frotte à des pure players de chaque brique finance compta possible. Donc déjà, ça suppose d'avoir une bonne connaissance de la concurrence. Et donc il y a un travail d'enablement côté sales qui est assez important. Donc connaître ses battle cards, les forces, faiblesses de la concurrence, ça c'est un truc qui est primordial. Euh, Nous, ce qu'on essaie au maximum de faire, justement pour tacler au mieux possible la concurrence, c'est bah, déjà, on a la chance d'avoir énormément de partenaires qui sont souvent d'ailleurs à l'origine des opportunités. Donc je parlais au tout début des cabinets comptables, c'est nos premiers clients, mais c'est aussi nos premiers partenaires, dans le sens où ils sont promoteurs auprès de leurs clients de la solution Penny Lane. Et donc, certes, on peut avoir des concurrents, mais le concurrent, lui, il n'est pas forcément recommandé par son cabinet comptable. Et donc, si on est capable de faire des ventes aussi à quatre mains avec des partenaires cabinets comptables qui ont un intérêt à ce que son client avance avec Penny Lane, bah, en fait, ça donne du poids et un levier supplémentaire à notre discours. Et après, bon, sans forcément rentrer dans le détail, on a la chance aussi d'avoir en interne chez Penny Lane des équipes qu'on appelle pre-sales qui peuvent intervenir sur certains des deals. Par pre-sales, il ne faut pas l'entendre au sens justement vente grand compte, mais c'est plutôt des experts comptables qui sont capables de montrer dans le détail comment la solution vient résoudre un problème, chose que la concurrence utilise potentiellement moins. Euh, et donc on peut aussi s'appuyer sur de l'expertise technique en plus de partenaires externes pour aller justement déloger la concurrence ou en tout cas avoir un avantage compétitif dans ce genre de cycle de vente. Ok, moi ce que j'entends en fait dans le fait que vous arrivez à être assez bon en fait dans cet exercice de vente transactionnelle, c'est à la fois en termes d'équipe qui est ultra préparée, ultra outillée, avec une organisation en tout cas millimétrée, et aussi également les alentours où en fait vous êtes renforcé par bah, les partenariats, par une équipe qui peut en fait en tout cas faire en sorte de répondre, de créer le maximum de confiance en fait auprès de vos interlocuteurs. C'est important, je le précise parce que souvent, quand on pense à vente transactionnelle, ça peut être aussi parfois mon cas, hein, c'est pour ça que on peut penser que tu vois, de se dire, bah ok, ça va très vite, on a juste un, tu vois, un cycle de vente en un rendez-vous, allez max deux rendez-vous et puis c'est plié. Alors qu'en fait, non, la réalité c'est que vous avez du coup quand même cadré toute cette partie concurrence et qu'elle soit le moins importante possible parce que vous avez un SDR qui peut déjà répondre aux questions, parce que vous allez pouvoir vous focaliser sur l'élément. Et du coup, là où peut-être vos concurrents vont les perdre dans un espèce de boulgui-boulga et sur lequel, en fait, ils vont se dire, OK, on n'est pas forcément. J'ai l'impression que Penny Lane a été beaucoup plus clair avec moi et du coup, ça crée moins de friction. Ouais, ouais, exactement. Et on a aussi ce fameux écosystème, euh, là encore, sans forcément rentrer dans le détail, mais le fait que Penny Lane ce soit un outil qui serve à la fois au cabinet d'expertise comptable et à l'entreprise, ça crée en fait un écosystème qui fait que le cabinet comptable aide à la vente euh, et sur lequel, enfin, qui apporte pour le coup énormément de valeur au client final. Et donc, c'est pas forcément un modèle que la concurrence est en mesure de répliquer. Donc, on est vraiment bien aidé sur ces cas d'usage. Mais c'est hyper smart parce qu'en fait, en gros, je crois que j'avais vu une étude et du coup, j'en parle pour ceux qui entreprennent, etc. Ou en tout cas, voilà. Mais je crois que tu as plus de chances, ton taux de closing augmente quand tu es en capacité à pouvoir t'installer dans deux départements ou intéresser deux départements en fait d'une boîte. Et donc, j'ai l'impression que vous, en fait, finalement, vous êtes dans le département, on va dire, DAF, mais aussi également sur la partie comptabilité. En fait, vous avez deux espaces que vous pouvez combler. Donc, forcément, plus d'opportunités d'intéresser euh, et surtout de rester. C'est surtout ça qui est important, de rester en place. On va parler. Tu as, quand même une équipe conséquente, donc
il y a quand même un enjeu de pilotage. Qui dit vente transactionnelle, comme tu as dit, il y a du rythme tout le temps, il y a des deals qui viennent de partout, il y a beaucoup, beaucoup de beaucoup. Là où quand tu as 4 deals, c'est facile de forecaster. Euh, du coup, justement, tu gères une équipe sur un gros volume. C'est quoi les KPI aujourd'hui que tu suis et surtout à quelle fréquence? Ouais, bah, le sujet du pilotage, en effet, c'est un sujet avec Jacob, qui est le head of sales euh, côté PME, justement, chez Pinion, que tu avais aussi reçu, je crois, Ouais, sur sur ce Conisum par contre. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, Ah oui, ouais, c'est ça. Et ouais. pour le coup, on était arrivé en même temps chez Peignay et c'est un sujet qu'on avait identifié assez rapidement, dans le sens où il n'y avait pas forcément une grande culture data-driven des ventes à notre arrivée. Et donc on a réussi à construire progressivement un système de pilotage de ces KPI qui est assez efficace. Et donc, de façon assez simple, les métriques qu'on va suivre principalement, donc déjà à la semaine, c'est le nombre de nouvelles démonstrations qui sont bookées finalement dans l'agenda des AE. Donc on va pas forcément suivre tout ce qui est call de prospection, puisqu'il n'y en a pas chez nous. Donc nous, on suit vraiment le nombre de nouvelles démonstrations, de nouvelles opportunités qui arrivent côté AE. Et c'est vraiment le KPI qu'on suit comme le lait sur le feu, parce que c'est notre entrée de funnel. Et on sait Mhm. que en dessous d'un certain seuil, on est à risque. Au-dessus d'un certain seuil, on est à risque également, parce qu'en fait, on peut avoir des problèmes de bande passante et de délai rallongé. Je parlais au tout début de cette notion de volumétrie, mais c'est vraiment une notion réelle. Euh, et typiquement, au moment où on se parle, on est plutôt dans cette configuration où on manque un peu de bande passante. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que on recrute chez, chez Penny Lane. Donc voilà, ça c'est le principal KPI. Et l'autre principal qu'on va suivre, c'est le MRR. Et là, pour le coup, on le suit là aussi à la semaine. Moi, je le suis même à la journée, en toute transparence. Parce que, comme je te le disais au début, chaque jour en fait où on ne signe pas, c'est un jour qui nous éloigne un peu de notre objectif. Et donc, c'est important qu'on réagisse vite si on se rend compte qu'on prend du retard euh, dans la signature de ce MRR, nos objectifs étant mensuels. Euh, euh, voilà. Je sais pas. Donc vraiment la partie en fait en gros le nombre de rendez-vous que vous faites en fait globalement et deuxièmement le MRR en fait que vous avez généré et là du coup c'est plutôt sur la partie journée. Est-ce qu'il y a d'autres KPI que tu suis mais en mode un peu plus espacé? Oui, évidemment. Donc, ceux que je t'ai cités, en effet, c'est à la semaine. Il y en a d'autres que je suis de façon, disons, plutôt mensuelle. Et ces indicateurs qu'on va plutôt suivre au mois, bah, ça va plutôt être des KPI comme le taux de conversion, le panier moyen, la durée des cycles de vente. Et si tu veux, ceux-là, on les suit euh, au mois simplement parce que enfin, ces indicateurs suivis à la semaine, on a du mal à en tirer grand-chose. euh, Ouais, mais parce c'est ça qui est intéressant, c'est que aussi également parfois il y a une logique de soit les boîtes ont trop de KPI, soit elles en ont pas assez. Mais parfois en fait les KPI, tu peux en avoir beaucoup, mais en fait tu vas pas les suivre de la même manière parce qu'en fait en fait il faut que ça te raconte quelque chose. Donc si ça te raconte rien, ça sert à rien quoi. Ok. Et justement, on essaie d'éviter de multiplier les KPI qu'on suit. Et donc ceux que je viens de citer, conversion, panier moyen, etc., c'est plutôt à l'échelle du mois parce qu'on sait que, tu vois, statistiquement, on a tendance à signer les deals à panier moyen faible plutôt en début de mois et les gros deals plutôt en fin de mois, euh, pour des raisons qui sont propres à nos cycles de vente. Mais donc du coup, si on regarde aujourd'hui les cycles de vente, euh, la durée des cycles de vente ou le panier moyen, ce ne sera pas le même que celui qu'on aura en fin de mois. Donc on préfère prendre un pas de recul et suivre ce type de, de métriques au mois. D'autant plus qu'en fait, c'est souvent des métriques qui font l'objet d'OKR dédiés qui sont pour le coup semestriels. Et donc ça nous évite en fait de changer la stratégie d'une semaine sur l'autre au motif qu'il y aurait une petite fluctuation sur ce type d'indicateur. Très important ce que tu viens de dire. Parfois, on peut rendre fou des sales en changeant des choses comme ça, souvent. Du coup, il y a une question que je voulais te poser parce que moi, quand je vois une boîte comme Pennyline et je vois en fait beaucoup de volume, et je crois que j'en ai parlé un peu à demi-mot, je crois qu'à un événement où j'étais avec du coup Jacob, sur le fait que bah, vous avez tellement de volume qu'à un moment donné, comment tu arrives en tant que sales manager à te dire là, ça craque? Mais sales, là, ils ont trop de leads à gérer au contraire, en fait,
il y a vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment tricky parce que si tu recrutes un peu trop, et bah, tu peux en fait avoir beaucoup moins parce qu'en fait, l'inbound, c'est pas une courbe qui est toujours linéaire, même parfois ça peut un peu baisser, etc. Justement, comment tu arrives à suivre ça un peu euh, de se dire en fait à quel moment je recrute et à quel moment au contraire non c'est bon c'est un peu un jeu difficile je peux un peu plus charger et c'est pas grave si je charge ce mois-ci parce que je sais que le mois d'après ça va se rééquilibrer. Ouais, bah là tu mets le doigt sur la chose qui est compliquée chez Penny, mais chez toutes les boîtes où la... Qui font de la vente transactionnelle en vrai et ou sur duquel il y a du lead en fait parce qu'en réalité ça c'est basé sur le fait de gérer un maximum de leads. Ouais, exactement. Et donc là, pour le coup, il y a un gros enjeu d'alignement avec notamment les équipes marketing qui sont capables de nous fournir une sorte de forecast des leads qui vont être en mesure de générer. C'est quelque chose qui n'est pas du tout simple à mettre en œuvre parce qu'en fonction des budgets qui sont mis d'un point de vue marketing, enfin, c'est pas forcément simple de le traduire en nombre de leads qui va être généré. Mais avec l'expérience, on arrive à avoir ce type de forecast assez précis. Et ensuite, nous, de notre côté, avec l'expérience côté management sales, on arrive à dire que bah voilà, pour que un pipe d'un AE soit sain, il faut pas qu'on ait plus de 2 nouvelles opportunités par jour. Et en fait, par des petits calculs pas si complexes que ça, on arrive à se dire, ok, bah, on a X leads qui devraient arriver sur le mois de janvier, on a tant d'AE qui sont capables de gérer tant de nouvelles démos. Donc par définition, en fait, on arrive à en déduire un staffing plan. Ça, c'est l'équation simple sur le papier. Évidemment, il y a des petits ajustements qui font que c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, l'alignement avec le marketing est hyper important. Et la deuxième chose, c'est bah, en fait d'être finalement assez proche des équipes pour se rendre compte bah, quand le pipe déborde. En fait, ça se voit hein, dans le pipe. Quand tu vas sur une opportunité, il n'y a plus de notes, les deals sont mal suivis. C'est des Ouais. choses très concrètes, très concrètes qui te font des sortes de signaux faibles qui te font voir et comprendre qu'en fait ça commence à être un peu too much. Euh, mais forcément, ça, c'est pas un calcul qui est simple, cette question de staffing. Ok, et, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, bah, tu fais la bonne transition. C'est-à-dire que je sais que tu as zéro turnover ou très peu de turnover au sein de ta team depuis ton arrivée. Euh, et sur du transactionnel, c'est une performance. J'avais fait un contenu à un moment donné sur le sujet sur LinkedIn et j'avais montré en fait qu'il y avait des chiffres assez élevés. C'était le principal problème en fait quand tu avais une boîte qui faisait du transactionnel, c'est de garder tes sales. Comment t'expliques justement que vous n'avez pas beaucoup de turnover alors que vous avez beaucoup de charges et surtout que c'est répétitif. C'est ça qui est difficile dans votre transactionnel. C'est qu'il faut que tu sois toujours bon, tout le temps, avec un rythme soutenu, en faisant vraiment toujours la même chose, quoi. En fait, ta capacité à être bon en transactionnel, c'est ta capacité à faire la même chose avec le même niveau de sérieux et de rigueur. Ouais, Voilà. clairement. Et ça, c'est clairement un enjeu. Euh, et c'est vrai que pour le coup, depuis que je suis arrivé chez Penny, donc ça fera bientôt 3 ans, il n'y a pas eu de turnover dans mon équipe. Et d'ailleurs, ce qui est vrai dans mon équipe est aussi vrai sur l'ensemble de l'équipe sales Penny Lane au global. Donc ça Euh, sent les bons managers, ça, déjà. Ok. Il y Faut a, pas que vous partiez, parce qu'autrement, ils auront un problème après. il y a plein de très bons managers. Et tu vois, en 3 ans, on est passé d'une trentaine de personnes dans l'équipe sales, en comptant les ops, à un peu plus de 110 de mémoire. Et en cumulé, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on n'a pas dû avoir plus de 5-6 départs en l'espace de 3 ans. Donc c'est vraiment Waouh. très Non, très peu. c'est très très peu. Euh, Ouais. donc comment est-ce que j'explique ça? Alors, je sais pas si c'est la recette miracle. En tout cas, euh, il y a une chose qui me fait dire que ça contribue justement à la rétention des sales sur le long terme, c'est que on a une philosophie que toutes les entreprises n'adoptent pas. Euh, mais c'est un des éléments qui fait qu'on arrive à garder des équipes motivées, bien engagées aussi dans la durée. C'est qu'on a des objectifs qui sont quand même assez réalistes. Alors ils sont ambitieux, hein, mais atteignables, voire même dépassables. Et donc, si tu veux, on a des niveaux de salaire fixes qui sont pas ceux qu'on peut trouver dans les grosses boîtes tech américaines, ça c'est sûr, hein. Alors, ils sont bien positionnés par rapport au marché de la tech quand même, hein, je rassure pour ceux qui seraient intéressés. Mais par contre, on met un point d'honneur à avoir des objectifs qui peuvent être atteints,
qui peuvent être dépassés. Et du coup, le résultat de ça, c'est qu'on a aussi des sales qui atteignent leurs objs, qui surperforment, qui par conséquent se projettent aussi sur le long terme. Parce que de toute manière, que ce soit chez Penny Lane un sales qui ne fait pas son objectif dans la durée, généralement, il fait pas de vieux os et il finit par partir de lui-même. Et en tout cas, chez Penny Lane, on a réussi à développer cette culture qui fait que, même si c'est parfois difficile, en début de mois, quand tu vois l'aiguille Salesforce qui repart à zéro, tu sais que c'est possible de faire ta target en fin de mois. Et pour le coup, je, je- je fais le parallèle avec d'autres boîtes que je citerai pas, mais dans lesquelles les objectifs sont parfois vraiment très élevés. Ce qui fait qu'en fait, tu fais tout ton mois avec un peu la boule au ventre en sachant pas si tu vas finir du bon côté des 100% ou pas. Et ça, c'est bête, mais ça aide pas à la projection sur le long terme. Ça a peut-être d'autres vertus, mais pas celle d'aider à la projection. Donc c'est un des éléments qui... Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai toujours été dans des boîtes où les objectifs étaient insane. Et du coup, je vois exactement ce que ça. Parce qu'il y a des moments où en fait, tu es fatigué de grind. En fait, c'est dans des endroits où en fait, tu vas développer ta résilience, j'ai envie de dire, mais que en fait, effectivement, il y a des moments où tu peux en avoir marre et tu peux perdre en fait des profils. Là, effectivement, en fait, finalement, en plus, je trouve que ce qui est intéressant dans votre philosophie, c'est que vous arrivez au même endroit. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que parce que tu as des objectifs un peu qui sont pas conservateurs et qui sont très ambitieux, bah, en fait, tu te dis, si je mets des hauts objectifs, les gens, c'est sûr qu'ils vont aller beaucoup plus haut que ce que j'avais en tête. Pas forcément, hein. Parfois, la montagne, elle est trop, trop élevée et tu es en mode genre, flemme, j'y vais pas. Non, franchement, non, je vais pas y aller. Et donc, et alors là, à l'inverse, c'est, bon, en fait, c'est pas un sujet de réussir mes objectifs. Donc, vas-y, viens, je les dépasse. Et au finalement, tu arrives aussi également au même résultat, quoi. Je trouve ça intéressant comme sujet. Je suis pas, encore une fois, moi, je suis toujours dans la nuance. Donc, je pense pas que c'est adaptable à toutes les boîtes, honnêtement. Mais je pense qu'en fait, sur la vente transactionnelle, sur lequel, en fait, où en fait, la motivation est trop importante tous les mois pour te lever parce que justement, il y a cette dimension où tu fais tout le temps la même chose. Donc si t'es pas genre animé par le fait de dire moi je suis un beau gosse, je réussis mes objectifs tous les mois, c'est compliqué de revenir et de te projeter effectivement dans les 6 prochains mois quoi. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Merci pour ce partage-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses en fait que tu vois euh, qui fait que les gens se projettent? Il y a deux autres choses qui me viennent assez spontanément à l'esprit. Euh, la première, c'est... alors, pour le coup, c'est pas un secret parce qu'il y a pas mal de boîtes qui ont déjà ça et qui l'exécutent plutôt très bien. C'est le sujet du Career Pass. Mhm. euh, Dans le sens où chez Penny Lane, on a construit un parcours qui est très clair et qui te permet potentiellement de commencer en tant que SDR junior et de gagner en seniorité petit à petit, potentiellement tous les 6 mois, de prendre en seniorité si les compétences attendues sont au rendez-vous. Et tu peux évoluer comme ça sur des postes de closing, sur des petits deals d'abord, puis sur des plus gros. Et donc en fait, tu as de la visibilité sur un parcours qui peut durer 3-4 ans, jusqu'à des postes de management potentiellement, et aussi sur des postes de contributeurs individuels experts. Et donc, et c'est marrant, juste avant d'enregistrer, là je faisais le compte, mais rien que dans l'équipe sales côté entreprise, on a 7 rôles différents, 7 types de jobs différents, c'est énorme, et du coup ça... Et d'ailleurs ça prend même pas en compte les rôles qui existent dans l'équipe sales côté cabinet comptable ou dans l'équipe ops. Donc en fait, t'as pas vraiment de plafond de verre, et ça, mine de rien, ça aide aussi à la projection, dans le sens où si tu te dis qu'à un moment donné, je commence à avoir fait le tour de mon job, bah déjà, si j'ai bien performé, je vais être en mesure d'évoluer, de changer de poste, mais aussi potentiellement de passer sur d'autres types de rôles au sein de l'équipe sales ou même chez Penny Lane. Et de manière générale, tu ajoutes à ça que Penny Lane, c'est quand même une boîte qui est en forte croissance, où les opportunités d'évolution, elles se créent un peu naturellement par la croissance, et ça te donne un cocktail qui fait qu'en fait, tu as des sales qui ont les possibilités d'évoluer chez Penny Lane. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, le côté automatique, tu as un bon sales chez vous et tu passes manager, il n'est pas forcément, c'est pas forcément automatique. C'est-à-dire que tu as d'autres opportunités de évoluer sans pour autant aller sur des postes managers parce qu'on sait très bien que tu peux être un très bon sales et un mauvais manager, quoi. Clairement, clairement. Et de toute façon, par définition, tu as forcément moins de postes de manager que de postes de sales, Ouais. donc il y a pas de la place pour tout le monde.
Mais par contre, et d'ailleurs tout le monde n'a pas forcément envie d'évoluer sur ce type de poste, ce qui est tout à fait honnête aussi. Et donc on essaie aussi de valoriser des types de postes qui sont plutôt des postes d'expertise, euh, ou parfois juste des passerelles entre postes. Enfin, tu vois, typiquement j'avais quelqu'un dans mon équipe il y a un an qui vendait du coup aux entreprises, qui a eu envie de faire une évolution, mais plutôt côté cabinet comptable, donc sur des types de ventes pour le coup plus complexes, plus stratégiques. Et donc c'est des passerelles qui sont aussi possibles, pas forcément du coup sur des postes de management, mais sur un type de vente différent. Ah, c'est très bien, ouais. Et du coup, tu disais qu'il y a un troisième élément donc, qui fait que les gens restent. Ouais, je sais pas si c'est un secret, mais c'est plus une chance qu'on a, euh, une chance provoquée. C'est quand même le fruit d'un gros boulot. Mais c'est en fait le sujet un peu de la culture sales et du produit. Déjà, Penny Lane, c'est une boîte qui a pas mal le vent dans le dos en ce moment, hein. Et on a un produit qui est vraiment, et je pèse mes mots, qui est vraiment exceptionnel. Et on est finalement une boîte qui est très produit aussi par nature, euh, qui est aussi très appréciée ouais, par les clients, et donc ça aide. Mais si tu veux, moi ça fait 3 ans que je suis chez Penny Lane, que j'écoute des calls tous les jours, et je suis toujours aussi surpris de voir en fait les effets waouh que les clients peuvent avoir quand on leur présente le produit. Et c'est pas à toi que je l'apprends, mais quand on est sales et qu'on vend un produit qui est vraiment incroyable, où on voit la valeur qu'on apporte, bah, il On y est a quand trop même une content. forme d'accomplissement Ouais. qui est forte. Et ensuite, on est sur un marché qui, euh, qui est hyper bouillonnant. Et sans rentrer dans le détail, c'est un marché qui va connaître, et qui est déjà d'ailleurs en train de connaître des bouleversements avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec la réforme de la facture électronique Ouais. qui va Je avoir des reçois mes gros... petites notifications. Ouais, ouais, bah, ça va avoir des gros impacts quand même dans la façon dont les Ouais. TPE, PME opèrent leur gestion financière. Mhm. Et donc on vend un produit qui a une grosse profondeur et qui fait aussi qu'on est, voilà, on en a parlé, mais en concurrence avec beaucoup d'acteurs. Donc tout ça, c'est quand même très excitant. Et, euh, et tu vois, ben, il y a Edouard Mascret, qui est un des cofondateurs de Penny Lane, qui justement chapeaute toute l'équipe sales. Il le répète assez souvent. Si tu veux, dans l'équipe sales, on est des. Il dit comme ça, hein, dans l'équipe sales, on est des missionnaires. On est en mission, on est sur un navire au milieu d'une sacrée tempête. Par contre, on a un bateau qui est hyper solide, un équipage qui est hyper aguerri, un cap qui est clair, on rame tous dans le même sens. Et donc, quand tu mets tout ça bout à bout, cette culture sales, en fait, tu as des sales qui sont heureux de venir au bureau et d'avancer chez Penny Lane, en tout cas. Bah, écoute, j'aime bien parce qu'en fait, je pense que tu as raison de mettre ce point-là. En plus, on en parlait avant d'enregistrer, où je disais qu'il y avait pas mal donc j'en parle, tu m'offres l'opportunité d'en parler maintenant. C'est que beaucoup de problèmes sont pas des problèmes sales de boîte, c'est souvent des problèmes de produits. Et vous avez la chance d'avoir un produit qui est bon, qui fit avec le marché. Et, et typiquement, vous avez mis en place les éléments pour faire en sorte de faire face à la concurrence, de faire face à tous les. Enfin, vous avez ultra organisé, limite de manière un peu même très militaire, pour pouvoir justement résister à, comme je dis, j'aime bien cette image-là, résister à la tempête que vous avez, d'être un peu chahuté par tout le monde, peut-être potentiellement un jour par un challenger, parce qu'on aura toujours des challengers qui vont arriver, mais d'être prêt, quoi. Donc, mais du coup, ça signifie parfois, quand on a des problèmes sales, de réfléchir, est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est lié au fait qu'on a des concurrents, qu'on a des trous dans la raquette, on n'a pas de méthode de vente, etc., etc. Ou est-ce que c'est lié au produit? Et dans l'occurrence, c'est vrai que c'est excitant. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2025, c'est cool de travailler pour un produit qui se vend et qui est apprécié, quoi. Donc voilà. Du coup, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. En plus, je suis contente d'avoir fait vraiment premier degré cet épisode sur la vente transactionnelle parce que je trouve qu'en fait, finalement, il n'y a pas tant de littérature que ça de manière spécifique. Tu vois, et pourtant, il y a quand même pas mal de boîtes qui vendent des produits à des paniers qui sont bas ou qui ont des cycles vraiment courts, etc. Donc, généralement, je me dis toujours qu'ils n'ont pas les bons contenus. Donc, en tout cas, merci d'être passé et d'avoir partagé en tout cas l'expérience de Penny Lane. Et du coup, où on peut te trouver si on a envie de te poser des questions ou même te suivre? Bah écoute, sur LinkedIn, je pense que c'est encore ça le plus simple. Je suis Ok. assez
rapide à répondre en général. Eh ben écoute, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Thibaut pour les partages. Et puis bah écoute, je te souhaite une bonne fin d'année, beaucoup de réussite et une très belle année 2026. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Je t'en prie, ciao.